Donc, moi, je vais vous présenter la partie, on pourrait dire, technique du projet qui vise à faire l'évaluation de l'impact potentiel des activités pétrolières, surtout sur les ressources en eau souterraine, le secteur Haldimand. Bon, au niveau contexte, juste question de localiser les choses. Gaspé étant ici, les puits de Haldimand sont dans la péninsule Haldimand à ces deux positions-là. Puis il y a aussi un forage localisé à Tare Pointe qui va faire l'objet d'une certaine caractérisation, mais les travaux vont être concentrés sur la péninsule Haldimand. Les objectifs du projet, de façon un petit peu plus spécifique, bon, c'est de regarder ce serait quoi ou quel serait l'impact potentiel des activités sur les eaux souterraines, bien mentionné. Puis, regarder aussi, puis ça, on va y venir à la toute fin, dans les différentes phases ou types de travaux qui sont faits dans l'industrie pétrolière, c'est quoi les éléments de risque, puis en prenant, en mettant ensemble la connaissance qu'on peut, puis la compréhension qu'on peut développer sur le système aquifère, mais aussi de la façon dont ces activités-là se font, est-ce qu'en mettant ça ensemble, on est capable d'évaluer un risque? Et si oui, est-ce qu'il est possible de moduler les pratiques pour réduire ces risques-là? On parle toujours de réduction parce que le risque nul, ça n'existe pas. On vous mentirait si on dirait que n'importe quelle activité industrielle ne comporte aucun risque. Il y a un aspect exemplaire au projet dans le sens que ce n'est pas des études courantes. Comme je l'ai mentionné, les gens qui travaillent ces réservoirs, ils font ça dans la vie. Les gens qui travaillent ces aquifères, ils font ça dans la vie, puis ça ne se parle pas nécessairement. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre ensemble l'information qu'on peut avoir sur les réservoirs, l'information qu'on va développer au niveau des systèmes aquifères pour être capable de développer une connaissance sur le secteur Haldimand comme tel, mais aussi, ce faisant, développer aussi les approches ou les manières dont on peut évaluer ce risque-là. Couple de définitions aquifère, c'est quoi un aquifère? Un aquifère, c'est une unité géologique de laquelle on peut tirer une quantité significative d'eau. C'est-à-dire, si on met un puits là-dedans, on est capable de tirer de l'eau, soit pour une municipalité, soit pour approvisionner une résidence. Au contraire, un aquitard, c'est une unité géologique qui ne permet pas à l'eau de circuler facilement. Si on met des exemples simples d'un aquifère, c'est par exemple du sable et gravier. Ça, on sait que c'est perméable. On pitche de l'eau à surface de ça, ça rentre, ça infiltre, il n'y a pas de problème. Au-dessus de l'argile, où on pourrait prendre un analogue plus urbain, si vous mettez de l'eau sur de l'asphalte, ça serait un aquitard. Bon. Ça fait que là, on a nos matériaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de façon très générale dans un système aquifère? C'est qu'il va y avoir des zones, souvent des zones élevées, où l'eau va se recharger. C'est-à-dire que les précipitations, ou en fait au Québec, la fonte de la neige au printemps, il y a une bonne partie de cette eau-là qui rentre et qui vient réalimenter les aquifères. Puis cette eau-là va circuler à travers les aquifères, soit rocheux, soit granulaires, puis elle va émerger d'un cours d'eau. L'eau qu'on a dans les rivières, c'est de l'eau souterraine en grande partie. Ça continue à couler l'été quand il ne pleut pas, ça coule l'hiver quand il y a de la neige et qu'il n'y a pas d'infiltration. L'eau souterraine, l'eau de surface, c'est pris ensemble. Puis l'exutoire ultime de l'eau souterraine, c'est les cours d'eau, les plans d'eau, donc c'est la mer ou les cours d'eau, donc ça fait résurgence là. Donc ça rentre dans les zones de recharge, ça circule dans les aquifères, puis ça sort dans les cours d'eau ou à la mer. Puis maintenant, dans l'étude, ce qu'on va vouloir voir, c'est dans le cas de la péninsule d'Haldimand, comment ça se passe spécifiquement, où est-ce que l'eau rentre, où est-ce qu'elle sort. Bon, où est-ce qu'elle sort, c'est assez simple, ça va sortir dans la mer tout autour. Puis, des choses comme importantes ou intéressantes par rapport au risque environnemental, jusqu'à quelle profondeur elle circule. Donc, où est-ce qu'il faut s'assurer
que les cuvelages de surface des forages pétroliers vont aller au moins jusque-là pour éviter une contamination des aquifères en surface. Puis c'est quoi les temps de résidence? Ça prend combien de temps de l'eau de rentrer ces crêtes qu'on voit dans l'Aldimène, puis se retrouver en bordure, en périphérie? Les infrastructures ou les travaux qu'on va faire, on va aussi mettre en place des puits d'observation qui vont servir à comprendre l'aquifère, mais aussi qui vont servir à faire de la surveillance, à voir s'il y a une évolution négative de la qualité d'eau, puis ça en amont des puits résidentiels, de façon à ce que s'il y a quelque chose qui se passe, il y a des actions qui peuvent être prises avant que cette eau-là puisse aller vers l'extérieur du système. Ça, c'est une vue très schématique de la péninsule Aldimène. Puis ce qu'on voit au bout, en fait, ce n'est pas au bout, mais c'est sur la coupe AB. C'est si on faisait une tranche à travers la Terre à cet endroit-là, c'est un peu l'image schématique qu'on verrait en dessous. C'est qu'on a sous ce secteur-là des formations géologiques qui ont différentes propriétés. Puis, l'échelle verticale, je vais attirer votre attention, elle est 0, 1 km, 2 km. Puis, ce qu'on représente ici, c'est schématiquement les profondeurs puis les unités auxquelles les forages pétroliers, que les forages pétroliers ont atteint. À des profondeurs 0, 30, 40 mètres. Donc, la partie exploitée de l'aquifère, c'est celle-là. Ça ne veut pas dire que l'eau souterraine se trouve juste à ces profondeurs-là. Ça veut dire que quand un puisatier va chez quelqu'un et qu'il creuse un puits, rendu à ces profondeurs-là, normalement, il y a assez de venue d'eau pour alimenter le puits résidentiel. Puis, pourquoi il vient de l'eau dans le puits? C'est parce que le puits va intercepter des fractures qui se trouvent dans le roc, dans lesquelles circule l'eau souterraine. Donc, ça permet d'approvisionner le puits. Mais dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est regarder la situation présente. Donc, tant au niveau de l'écoulement de l'eau souterraine, les niveaux d'eau, que de la qualité de l'eau souterraine. Donc, il y a une phase qui va se mettre en marche rapidement, en fait, en novembre, décembre, pour forer des puits, aller prendre des échantillons d'eau, puis avoir une idée de l'écoulement de l'eau souterraine, puis de la qualité d'eau dans les puits d'observation qui vont être forés, je vais vous les montrer sur la carte tantôt, mais aussi dans certains des puits résidentiels à la périphérie de la péninsule pour avoir une plage de composition ou de géochimie de l'eau en conditions naturelles. On va aussi, avec ces puits d'observation-là, définir les conditions hydrogéologiques. On va aussi, comme je l'ai mentionné tantôt, se servir de ces puits-là pour servir comme réseau de surveillance. Je vais expliquer un petit peu plus comment tantôt. Puis, l'idée, c'est d'intégrer, oui, l'information sur ces aquifères, mais aussi l'information sur le réservoir, donc l'information plus profonde, pour voir c'est quoi l'image qui se dégage de ça, puis mettre ça en relation avec les opérations pétrolières pour avoir une évaluation du risque. C'est pas ça ne sera pas une réponse 0-1 ou noir-blanc. C'est certain que dans le niveau des connaissances ou ce qu'on peut faire, ce qu'on va apporter, c'est la meilleure image possible de la situation. Mais notre rôle, c'est pas de donner toutes les réponses, c'est donner les meilleures réponses qu'on peut. Puis, le processus que Nicole a décrit tantôt, d'interaction, les décisions, c'est pas moi qui vais les prendre. Ma job à moi je suis nerd de service, ma job, c'est de dire, c'est ça les conditions au niveau hydrogéologique, c'est ça la relation entre le réservoir puis l'aquifère. Donc, le projet va être divisé en phases. En première phase, c'est celle que j'ai décrite de mise en place des puits d'observation, échantillonnage d'eau souterraine de ces puits-là, puis les puits résidentiels. Dans la deuxième phase, on va aller avec des travaux un petit peu plus détaillés qui vont nous donner de l'information sur la nature de la fracturation de la roche, comment c'est orienté, est-ce que c'est en relation avec des failles, est-ce que les failles sont perméables ou imperméables. Perméable, ça veut dire est-ce que l'eau peut circuler ou pas facilement à travers ça. Il y a une troisième phase aussi
qui prévoit faire de l'enregistrement des conditions dans l'aquifère quand il y a des opérations pétrolières. Donc, on va suivre la réponse ou l'absence de réponse dans l'aquifère par rapport aux opérations pétrolières pour nous donner une autre indication de la présence de lien ou pas de lien entre le réservoir et l'aquifère. Un autre élément qu'on va utiliser pour évaluer ça, c'est les pressions de fluide. Il y a des pressions dans le réservoir. S'il y a un réservoir, c'est parce qu'il y a une roche couverture. Donc, est-ce que le réservoir est à la même pression que l'aquifère? Ça, non, on sait déjà. Mais par contre, est-ce que l'eau sous le réservoir ou au-dessus du réservoir est dans le même régime de pression que la surface? Ça, en déterminant ça, ça va nous donner une idée. Est-ce qu'il y a continuité ou discontinuité dans la colonne d'eau entre ce qu'on trouve dans l'aquifère et ce qu'on trouve au niveau du réservoir? Donc, c'est avec ce genre d'indication-là qu'on va pouvoir déterminer s'il y a un lien évident ou s'il y a absence de lien réservoir-aquifère. Donc, la dernière phase, c'est vraiment l'intégration des résultats. Comme Nicole l'a mentionné, chez nous aussi, quand on fait des projets comme ça, bien, on n'a pas les réponses d'avance, puis c'est des projets de recherche. Puis ce qu'on produit, c'est des développements scientifiques, mais ce qu'on produit de plus précieux ou plus important, c'est du monde. C'est-à-dire qu'on forme des étudiants en faisant ça. Nos résultats dans 5 ans, 10 ans, bien, ils vont être dépassés. Nos étudiants vont juste commencer à être bons, ils vont être sur le marché du travail, puis ils vont avoir de l'expérience. Ça fait que notre produit durable, nous autres, c'est les étudiants ou la formation. Au niveau de la zone d'étude, bon, ça couvre en fait toute la péninsule d'Haldimand, donc c'est le très gras autour de ça. Bon, maintenant, comment on veut mettre les choses ensemble, c'est un peu de la façon suivante. Il y a peut-être 3 grands groupes d'activités ou types d'activités de l'industrie pétrolière. Il y a les activités de forage qui impliquent aussi une cimentation des cuvelages pour isoler le forage de soit des unités géologiques ou des unités aquifères qui les entourent. Puis, les genres d'informations qui sont importantes par rapport à ça, c'est les choses comme les profondeurs de cuvelage, qualité de la cimentation, comment se fait l'écoulement de l'eau souterraine. Puis, ce qu'on va mettre ensemble à ce niveau-là, c'est jusqu'où circule l'eau souterraine qui est douce ou utilisable. C'est quoi la zone active de circulation et est-ce que les profondeurs de mise en place des cuvelages est suffisante pour protéger cette partie active-là? Normalement, puis c'est ça qui arrive quand tu arrives en profondeur, ce qu'il y a en dessous de ça, c'est de l'eau saline. Pas nécessairement de l'eau de mer, c'est de l'eau de formation qui était emprisonnée dans les formations géologiques au cours des évolutions. Là, on parle de millions d'années. Donc, on n'a pas de l'eau utilisable en dessous. Puis, il faut savoir où est-ce que se trouve la limite entre ces zones-là pour savoir jusqu'à quelle profondeur protéger. Parce que j'ai mentionné tantôt, c'est pas juste nécessairement 30-40 mètres où se trouvent les puits d'approvisionnement résidentiels. Ça peut être plus profond que ça. Donc, l'idée, c'est d'aller voir à quelle profondeur, puis de mettre ces affaires ça ensemble, puis voir, bon, maintenant, est-ce que les forages eux-mêmes et la façon dont c'est fait, par rapport aux conditions hydrogéologiques, cet élément-là pose un risque. L'autre élément qu'on veut regarder, est-ce que les essais de production, la production elle-même, les travaux de fracturation hydraulique, mais qui demandent des travaux en surface, c'est-à-dire qu'on manipule des fluides, on produit des hydrocarbures. Des hydrocarbures, on ne veut pas qu'il y ait des épanchements sur le sol puis que ça aille contaminer la nappe. Donc, est-ce que ces opérations-là, il y a de l'anthropodage de fluides, sont faites de façon sécuritaire pour éviter des épanchements. Puis aussi, on va regarder c'est quoi la vulnérabilité de l'aquifère, dans le sens est-ce qu'il est recouvert ou pas recouvert par endroits de couches peu perméables. Il va y avoir des zones, on va pouvoir zoner ça au niveau de la péninsule, des zones plus vulnérables, des zones moins vulnérables. Puis ça veut dire que quand les opérations se font, ça ne veut pas dire qu'ils font ça n'importe comment quand c'est pas vulnérable, mais quand ils se font dans les zones vulnérables, bien, il faut prendre des précautions additionnelles dans les opérations de surface de manipulation de fluide. Le plan A, c'est de faire le forage Haldimand 3 puis qui soit économique sans fracturation.
S'ils vont vers une fracturation, il faut être capable de donner des réponses par rapport au niveau de risque que la fracturation va poser. S'ils en font, bien, ils vont prendre des mesures microsismiques qui donnent à peu près le volume qui est affecté par la fracturation. Ça veut dire qu'ils vont créer des fractures jusqu'à un certain rayon autour du puits. Puis ce qu'il faut voir, nous autres, ce qui va nous intéresser par rapport à la connaissance qu'on va avoir développée des failles, est-ce qu'ils conduisent, c'est quoi le réseau de fracture, est-ce que ces zones-là qui fracturent, ça met en communication le réservoir avec des zones qui pourraient servir à la migration préférentielle des hydrocarbures. Parce que ce qu'il faut chercher ou travailler, c'est des cheminements préférentiels. Si on regarde juste l'accumulation des couches géologiques, puis qu'on pense conceptuellement essayer de faire passer à travers ces couches-là du pétrole ou des fluides de fracturation, ça n'arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est regarder, est-ce qu'il y a des cheminements préférentiels? C'est là que pourraient se situer les risques. C'est pour ça que l'emphase va être mise sur trouver, est-ce qu'il y a des points faibles, est-ce qu'il y a des zones, en fait, où ça peut circuler plus facilement. Donc, on va regarder les volumes affectés par la fracturation, suivre les pressions aussi dans les aquifères. Est-ce qu'il y a un témoin ou est-ce qu'il y a une réponse même quand ces travaux-là se font en profondeur? Regarder aussi les mécanismes de migration. Est-ce qu'il y a l'énergie, dans le sens des pressions différentes en profondeur, qui amèneraient les fluides vers la surface de toute façon? Donc, il faut regarder. Et si oui, combien ça prendrait de temps? Donc, c'est pour placer un peu les idées, puis une fois qu'on va avoir évalué tous ces éléments-là, on va pouvoir tirer des conclusions qui vont probablement être une plage de résultats du risque que pourraient poser soit les opérations de production ou les opérations de fracturation par rapport au potentiel de migration vers la surface. Au niveau du financement, nous aussi, on est financé initialement par Petrolia. En fait, ils financent les travaux de caractérisation. Nous, on ne reçoit pas de fonds présentement. Nous, on va aller soumettre un projet de recherche, des conseils de recherche, puis la plausibilité ou l'intérêt scientifique, puis la rigueur de la démarche, c'est ça qui va nous permettre d'avoir les fonds de recherche. Donc, Petrolia et avec leurs partenaires, ils payent pour la mise en place des infrastructures. Nous, notre recherche, elle va être, et les étudiants qu'on va mettre là-dessus, ils vont être payés par des organismes de recherche, des organismes subventionnaires. Puis, les résultats qu'on va produire, c'est des résultats publics. En fait, tout le long de cette démarche-là, à l'intérieur du comité de suivi, qui peut être un comité déjà existant, bien, nous, on va rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça a donné, et des résultats de notre démarche au fur et à mesure. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, bien, tout ça va être rendu public. Il n'y a aucun de nos rapports qui va être confidentiel. Tous nos rapports vont être publics, vont être déposés à la bibliothèque chez nous, ils vont être déposés aussi au comité de suivi. Donc, c'est ça la façon de fonctionner. Merci.